J'ai honte d'avoir ouvert cette enveloppe sans timbre, glissée entre les pages d'un vieux recueil d'Aragon, pour voler les derniers mots d'un homme à une femme qui ne les a jamais lus. Depuis 4 nuits, je tourne en rond dans mon appartement, prisonnier de cette certitude, la lettre date du 12 septembre 1943, et son auteur n'a jamais eu le temps de la poster. Ce soir, en la relisant sous la lampe, j'ai remarqué que l'encre bave légèrement au dernier paragraphe, comme si elle avait été écrite sous une pluie que personne n'a vue. Je l'ai ouverte dans le tram, sur la ligne 2, entre la Blancarde et Sainte-Marguerite. Mauvaise idée. Les mots dansaient parce que le tram brinque-ballait et parce que je comprenais, phrase après phrase, que je tenais quelque chose qui n'avait jamais été envoyé. La lettre commençait sans formule. Juste, Élise, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Le tram s'est arrêté à Saint-Barnabé. Des gens sont montés, d'autres sont descendus. Je n'ai pas bougé. La ligne 2 continue vers le sud, vers Sainte-Marguerite, et moi je suis allé jusqu'au bout sans rien voir du paysage qui défilait. Cette première phrase, elle était précise. Elle ne disait pas, si tu lis ces mots un jour. Elle disait, si tu lis ces mots. Comme si c'était une certitude. Comme s'il savait qu'elle les trouverait, mais qu'il ne serait plus là pour le voir. La suite était plus dure, mais cette première phrase est restée collée à moi. Elle est encore là, maintenant, à 3 heures du matin, dans le noir de ma chambre. L'appartement est silencieux. Le frigo ronronne dans la cuisine. Dehors, le cours Julien est vide, les platanes sont immobiles. J'ai posé la lettre sur la table de nuit, à côté d'un verre d'eau et de mes lunettes. Elle est dans son enveloppe jaunie, et je n'arrive pas à la ranger. Je n'arrive pas à la remettre dans le livre. Je n'arrive pas à faire quoi que ce soit d'autre que la regarder et repenser à chaque mot. Il faut que je vous parle du moment où je l'ai trouvée. Pas dans le tram. Avant. Opus. C'était un dimanche matin, place Arnaud-Bernard, sous le viaduc. Un stand au milieu des autres, tenu par une femme d'environ 70 ans, avec des cheveux blancs coupés courts. Elle vidait la maison de quelqu'un. C'est toujours comme ça au puce de la plaine où on ne dit pas, je vends les affaires de ma mère, on dit, je vide une maison. Comme si les objets n'avaient jamais appartenu à personne. Elle avait installé 2 tables pliantes en bois. Dessus, des verres à moutarde, des napperons en dentelle, une cafetière émaillée bleue, des livres. Beaucoup de livres. Des romans de la collection blanche, des guides touristiques des années 50, des manuels scolaires. Et ce recueil d'Aragon, le crève-cœur, avec sa couverture usée et son dos cassé. Je l'ai pris parce que je collectionne les éditions originales. Par réflexe professionnel. Je l'ai ouvert pour vérifier l'état des pages. Et l'enveloppe est tombée. La femme aux cheveux blancs a levé les yeux. Elle m'a regardé ramasser l'enveloppe, la retourner, lire le prénom à l'encre bleue. Elle n'a rien dit. Mais son visage a changé. Pas beaucoup. Juste un infime resserrement autour de la bouche, comme si elle retenait quelque chose. Elle a détourné le regard. C'était ma mère. Et là, elle s'est levée. Cette lettre, je ne savais pas qu'elle était dans ce livre. Je la lui ai tendue. Elle ne l'a pas prise. Elle avait raison. La lettre était adressée à Élise. Et Élise était morte depuis 3 ans. Je l'ai su plus tard. La femme aux cheveux blancs s'appelait Marianne. Elle avait 72 ans. Sa mère, Élise, était morte à 97 ans, dans une maison de retraite à Aubagne. Et elle n'avait jamais parlé de cette lettre. Voilà ce que je sais, maintenant, après 4 nuits à chercher, à recouper. La lettre était de quelqu'un qui s'appelait Gabriel. Arrêté en 1943, interné au camp d'Émile, près d'Aix-en-Provence, avant d'être déporté à Auschwitz. La lettre datait du 12 septembre 1943. Il avait été déporté le 15. Élise avait survécu. Elle avait gardé la lettre. Mais elle ne l'avait jamais ouverte. Non, ce n'est pas exact. Elle l'avait ouverte. Puis elle l'avait glissée dans ce livre, et elle ne l'avait jamais ressortie. Pourquoi? C'est la question qui me tord le ventre depuis 4 nuits. Le livre était sur une étagère, dans sa maison du Panier, rue de la Lune. Marianne m'a raconté que sa mère ne lisait plus, vers la fin. Mais elle gardait les livres. Elle les rangeait par ordre alphabétique. Elle les époussetait une fois par semaine. Elle ne les ouvrait pas. Alors, si elle n'a jamais rouvert ce livre, c'est qu'elle savait exactement ce qu'elle y avait laissé, mais la question, maintenant,
c'est ce que cette lettre racontait qu'elle ne pouvait pas affronter. Il ne savait pas quoi? Que sa femme avait aimé quelqu'un d'autre? Que cette lettre existait? Que sa femme avait vécu avec un secret si lourd qu'il l'avait suivi jusqu'à la fin. Marianne m'a regardé, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Comme si elle avait attendu toute sa vie que quelqu'un trouve cette lettre, pour que le poids soit partagé. Je l'ai gardée. Et maintenant, elle est là, sur ma table de nuit, et je ne dors pas. Le vrai problème, ici, c'est qu'on croit toujours que les secrets protègent. On se dit, si je ne dis rien, je l'épargne. Mais épargner quelqu'un de quoi? De la vérité? La vérité, elle finit toujours par se frayer un chemin. Elle sort par les interstices, par les silences, par les gestes qu'on ne fait pas. Ce qui frappe, dans l'histoire d'Élise, c'est qu'elle a passé 40 ans avec un homme qui ne savait rien. Et elle a aimé sa fille dans le silence. Marianne m'a dit, ma mère m'a aimé, je le sais. Mais elle m'a aimé en silence. Et le silence, ça ressemble à de l'absence. C'est exactement ça. Le secret protège celui qui le porte, pas celui qui est censé être protégé. Il y a une autre chose que je n'ai pas dite. Avez-vous déjà tenu entre vos mains un secret qui n'était pas pour vous, et que vous avez gardé sans jamais oser le dire? La lettre contient une photographie. Une petite photographie en noir et blanc, au bord dentelé. On y voit une jeune femme devant une porte. Elle sourit. Pas un sourire pour la photo. Un sourire pour la personne qui prend la photo. Un sourire intime, qui dit, je te connais, je te fais confiance, je suis heureuse que tu sois là. La jeune femme, c'est Élise. Et derrière la photo, 2 mots d'une main fine, pour Gabriel. Il l'a gardée. Il l'avait avec lui au camp. Et il l'a glissée dans la lettre avant d'eux. Cette photo, je la regarde depuis 4 nuits. Je la retourne entre mes doigts. La jeune femme a les cheveux bruns, coiffés en vagues. Elle porte un chemisier blanc à col rond. Elle a l'air de quelqu'un qui ne sait pas encore que la vie qu'elle connaît va s'effondrer. Ce que je n'arrive pas à comprendre, ce n'est pas pourquoi Gabriel a écrit cette lettre. C'est pourquoi Élise ne l'a pas lue. Elle a ouvert l'enveloppe, elle a vu la photo, elle a vu la première phrase. Et elle s'est arrêtée. Elle a refermé. Elle l'a mise dans ce livre. Et elle n'y a plus touché. Marianne m'a dit, ma mère avait peur des livres. Pas de tous. De certains. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a haussé les épaules. Quand j'étais petite, il y avait des livres qu'elle ne sortait pas de l'étagère. Le crève-cœur en faisait partie. Je le sais parce qu'une fois, j'ai voulu le lire, et elle me l'a arraché des mains. Elle m'a dit, celui-là, non. Elle ne m'a jamais expliqué pourquoi. Le silence est la chose la plus lourde que les humains fabriquent. Il ne pèse rien sur une balance, mais il écrase. Je l'ai connu aussi, ce silence. Mon père ne parlait jamais de son frère. Pas une fois. Quand je demandais, ma mère disait, il est parti jeune, c'est tout. 3 mots pour enterrer une vie. J'avais 12 ans quand j'ai trouvé une photo dans un tiroir, et j'ai compris que, parti jeune, voulait dire, mort dans un accident de voiture dont personne n'a voulu donner les détails. Le silence était censé nous protéger. Il nous a juste privés d'un adieu. Et je regarde cette lettre, et je me demande, est-ce pareil pour Élise? Est-ce qu'elle a gardé le silence pour protéger sa fille? Son mari? Elle-même? Ou est-ce que c'était quelque chose de plus compliqué, qu'on ne peut pas résumer avec des mots comme peur ou chagrin? Le problème, avec les lettres, c'est qu'elles figent le temps. Quand on écrit, on est à un moment précis de sa vie. On a un certain âge, un certain espoir. Et quand on lit la lettre des années plus tard, on rencontre la personne qu'on était, ou la personne qu'on aimait, à ce moment-là. Et c'est violent. Peut-être qu'Élise n'a pas pu supporter de rencontrer Gabriel à ce moment-là. Peut-être qu'elle a préféré garder l'image qu'elle avait de lui, vivant, souriant, plutôt que de lire ses derniers mots, écrits depuis un endroit où il savait qu'il allait mourir. J'ai fini par lire la lettre en entier. Je l'ai lue dans le tram, et je l'ai relue chez moi, et je la relis tous les soirs. Gabriel y raconte des choses simples. Il dit qu'il pense à la rue de la Lune, à la lumière qui entrait par la fenêtre de la cuisine le matin. Il dit qu'elle lui manque. Il dit qu'il a gardé la photographie, qu'elle est la seule chose qu'il a, avec un mouchoir et un morceau de pain. Et puis il y a un passage que je n'arrive pas à lire sans m'arrêter. Il écrit, « Je ne te demande pas de m'attendre.
Je te demande de te souvenir que j'ai existé. Pas comme un nom sur une liste. Pas comme une histoire qu'on raconte. Mais comme quelqu'un qui t'a aimé de la seule manière qu'il connaissait, sans condition, sans espoir, sans retour. Si tu lis ces mots un jour, ne pleure pas, vis. Vis pour moi aussi. Il n'y a pas de signature. Juste son prénom. Et je pense à Élise, qui a ouvert cette lettre, qui a lu ces mots, et qui a décidé de ne pas les garder pour elle. Pas vraiment. Elle les a mis dans un livre, sur une étagère. Elle les a gardés à portée de main, mais elle a fait comme s'ils n'étaient pas là. Elle s'est mariée. Elle a eu une fille. Pensez-vous qu'Élise ait eu raison de choisir d'ignorer ces lettres pour construire une vie normale, ou aurait-elle dû les affronter, même au risque de tout bouleverser? Elle a vieilli. Et elle n'a jamais reparlé de Gabriel. Vous êtes-vous déjà demandé combien de lettres non lues dorment dans les maisons que nous vidons? Combien de secrets attendent, pliés dans une enveloppe, que quelqu'un les trouve? Cette lettre, qui a traversé une guerre, un mariage, une vie entière sans jamais être prononcée, attend encore que quelqu'un ose en porter le poids jusqu'au bout. Le monde est plein de ces lettres. Pas des lettres qui n'ont jamais été envoyées. Des lettres qui ont été reçues, ouvertes, lues, et puis remises de côté parce que les mots étaient trop vrais, trop durs, trop précieux pour être intégrés dans une vie ordinaire. Et nous, on continue. On se lève le matin, on boit un café, on prend le tram. On fait semblant que tout va bien. Mais il y a quelque chose, quelque part, qui nous attend. Une lettre dans un livre. Une phrase qu'on n'a pas dite. Je suis assis dans le noir, à 3 heures du matin, et je regarde cette enveloppe jaunie. Marianne m'a donné son numéro. Elle habite près de la Rose, dans le 14e. Elle m'a dit, si vous trouvez quelque chose, appelez-moi. Je ne sais pas ce que je suis censé trouver. La lettre est déjà lue. La vérité est déjà là. Et pourtant, il y a une chose que je ne vous ai pas dite. La lettre n'est pas complète. Il manque la fin de la dernière phrase. Le papier est déchiré, proprement, comme si quelqu'un avait voulu enlever les derniers mots. La phrase s'arrête sur « Je voudrais que tu saches que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour… » Pourquoi? Qui a déchiré cette fin? Gabriel, avant de glisser la lettre dans l'enveloppe? Ou Élise, après l'avoir lue, pour enlever quelque chose qu'elle ne voulait pas garder? La déchirure est nette, régulière. Elle n'a pas été faite dans la précipitation. Avec soin. Comme quelqu'un qui voulait enlever un morceau de lui-même. Je pense à Marianne. Elle a passé sa vie à côté de ce secret sans le connaître. Et maintenant, elle sait. Mais pas tout. Il manque un morceau. Je l'ai appelée, hier soir. Je lui ai demandé si elle savait quelque chose sur la dernière page. Silence. Puis elle a dit, ma mère avait un carnet. Un petit carnet bleu. Elle l'a gardé toute sa vie. Je l'ai trouvé après sa mort. Il y avait des pages arrachées. Le carnet bleu était dans une boîte à chaussures, au fond d'un placard. Il contenait des pages et des pages de lettres non envoyées, adressées à un homme dont le nom n'apparaissait jamais. Et la dernière page du carnet, celle qui correspondait à la date de la mort de Gabriel, avait été arrachée. Elle a ri. Un vrai rire, cette fois. Je crois que j'ai passé ma vie à ranger les secrets de ma mère sans le savoir. Maintenant, j'ai la lettre de Gabriel, et elle a le carnet d'Élise. Nous avons chacun un morceau de quelque chose qui n'a jamais été dit. La déchirure dans la lettre, la page arrachée dans le carnet. Peut-être que la fin de la phrase était « pour que tu sois libre ». Ou « pour que tu n'aies pas à porter ce poids ». Ou « pour que notre fille n'ait jamais à savoir ». Mais je ne le saurai jamais. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ne pas savoir? Est-ce que le mystère est plus doux que la vérité? Je pense au mot d'Élise, si je le lis, je m'effondre. Je l'ai lu, moi, cette lettre. Je ne me suis pas effondré. Mais quelque chose a changé, quelque chose qui ne se réparera pas. Le silence de mon père, le silence d'Élise, le silence de tous ceux qui ont gardé des secrets pour protéger les autres. Il passe des parents aux enfants comme une maladie qu'on n'ose pas nommer. Je vais essayer de dormir. Pas parce que je suis fatigué. Parce que demain, je dois rappeler Marianne. Et peut-être qu'on lira ensemble le carnet bleu. Peut-être qu'on trouvera, quelque part entre les pages, les mots que personne n'a jamais dit. Mais je doute. Les mots que personne n'a jamais dit, ils restent en nous.
Ils deviennent notre silence, notre poids, notre manière d'aimer. La lettre de Gabriel est encore là, sur la table de nuit. Elle ne m'a pas été adressée. Mais elle est pour moi, maintenant. Comme elle est pour vous, si vous voulez bien la lire. Et peut-être que la fin de la phrase, c'est nous. Je voudrais que tu saches que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour que quelqu'un, un jour, trouve ces mots et comprenne que l'amour ne meurt pas quand le corps meurt. Il reste. Il attend. Il traverse le temps, les guerres, les silences. C'est ce que je voudrais croire, assis dans le noir, à 3 heures du matin, avec une lettre jaunie entre les mains. Cette lettre de Gabriel posée sur ta table de nuit, tu la rangerais ou tu la laisserais ouverte encore demain. Si ce secret de 1943 t'a serré la gorge comme un silence de famille, le pouce bleu est pour toi. Si tu collectionnes les histoires qui traversent les guerres sans jamais arriver à destination, abonne-toi.